dans un monde où le 9e art est en péril. 4 aventuriers soutiennent la Voix des Bulles sur Tipeee. Carotte, Todd, Chevonne et El Pouillou nous donnent des sous. Faites pareil. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui va sucer des glaçons. Pour cette dernière émission de la saison, nous vous promettons quelque chose de fantastique, de mirifique, d'exceptionnel. Et tout ça car moi, One Pied, je suis accompagné des 2 animateurs chroniqueurs de bande dessinée les plus soyeux du monde. On est soyeux. Ouais, Oui, parce vous qu'en êtes fait, tu soyeux. t'es passé l'huile à la barbe, rappelle-toi. Ah ouais. Et la barbe à l'huile. Parce que s'il se passe l'huile à la barbe... Enfin bon... Ou de l'huile sur la barbe. En fait, grosso modo, je sais rien, si je veux dire. Tu t'appelles comment? Thio. Ah ok. Et toi, c'est quoi Moi c'est Isaac. Eh bien les amis, nous allons parler de bande dessinée. Je vais commencer par parler un peu de bande dessinée online. Puis nous ferons quelques chroniques où nous parlerons des miroirs du crime, des sœurs Fox, du profil de Jean Melville, de Monument Amour, du voyage extraordinaire, le tome 5, de la fin de 100 milliards d'immortels. Et en express, on vous parlera rapidement de Lazarus et de Saga, 2 séries qu'on aime bien suivre quand même. C'est bon, on est prêt? On peut enchaîner direct comme des bourrins? 2 secondes. Oh, prends ses marques, tranquille, c'est quand même la dernière émission de la saison. Après, on va effectivement aller sucer des glaçons en faisant quelques petits tournages, habillés de préférence. Oui. Donc voilà, hein, on se tient prêt. On respire un grand coup. Toi, t'as pas encore lu le scénar, donc, je pense. Ah, pardon. Il faut que je ressorte ma toge? Bah, allez, vas-y. Je vais donc vous parler de la planète Taku pour commencer. La planète Taku que vous pourrez trouver sur les auteurs numériques.com qui est dessiné et scénarisé par Thierry Dupré. Pour le moment, un épisode est accessible. 2, pardon. Et on y suit... 3, 4, 5, 6. Non, pardon. Non, mais au moment où j'avais rentré ça dans le planning, il n'y en avait qu'un, mais j'ai lu le 2e entre-temps. Où, en gros, on va suivre 2 personnages en turbomédia qui vont se fighter. Donc, c'est du noir et blanc. La mise en scène est plutôt pas mal. On les voit sur le haut d'une grande statue et ils se battent. C'est assez mystérieux. On en déduit qu'il y en a un qui est censé apprendre les arts martiaux, que l'autre non. C'est très dynamique, c'est très très bien foutu. Ça... Il y a plein d'effets, hein. Ouais, mais plutôt bien, quoi. Ça fait se poser pas mal de questions sur que va être la suite. Est-ce pour le moment, il n'y a pas vraiment d'histoire. Donc, j'attends avec impatience. Mais la mise en scène, tu vois ce que je veux dire? Ouais. La mise en scène donne envie. Pour l'instant, c'est they meet, then they fight, Voilà. then they fuck. Non, pas encore. J'habite J'ai Ball. pas encore eu la suite. Producteur. On enchaîne avec Président Chaussette, présenté par la revue dessinée. Président Chaussette, c'est Loïc Sécheresse qui se représente avec une chaussette sur la main, une chaussette bleu-blanc-rouge, tu sais, avec les petites sports bleu-blanc-rouge. Et c'est Chaussette qui va faire ses allocutions, c'est le Président Chaussette, et qui nous explique via des strips comment il va bien faire les choses. Par exemple, il cherche un Premier ministre et il veut une bonne chaussure à son pied. Donc c'est plutôt une Rangers, tu vois. Ce genre de choses-là. Donc c'est de la critique politique, c'est bourré d'humour, ça me fait beaucoup sourire. Le président Chaussette a l'air de bien prendre les gens pour des cons. Et le personnage c'est lui qui enfile la chaussette quand même. Hein. Si tu réfléchis bien, je pense qu'il y a un sens caché. A l'air bien naïf aussi à se poser des questions. Oui, voilà. La chaussette est bien enfoncée jusqu'au bout. They feast, then they fight. Voilà. Donc vous trouvez ça sur le Tumblr, sur Hello Président Chaussette 2017. Voilà, bravo Président Chaussette, nous t'aimons Président Chaussette.
Le dernier point est un gros projet qui est monté par Arte, entre autres, qui est par Thomas Caden, Joseph Safiedine et Erwan Surcouf. Donc Erwan Surcouf est au dessin. Ça s'appelle Été et ça utilise un format un peu original parce que c'est sur Instagram. L'idée, c'est de profiter des nouveaux formats qu'ils ont mis en place, donc les stories que tu pouvais trouver sur Snapchat et d'autres choses, qui permettent d'enchaîner les images les unes après les autres, et en plus même de mettre un petit peu de musique illustrative derrière. On va suivre l'histoire d'un couple qui est amoureux, qui prépare à s'engager, mais avant de s'engager pour de bon, ils décident de passer les 2 mois d'été à chacun faire ce qu'ils veulent de leur côté, pour ne rien avoir à regretter. They split, then they fight, then they fuck. Voilà. Pour suivre le début, c'est un peu complexe. Il faut aller sur le Instagram de Été, demander à voir toutes les images et cliquer sur les règles du jeu. Il y a une image qui s'appelle les règles du jeu et puis cliquer sur les trucs sur le côté pour aller. Et ensuite, vous allez pouvoir lire les stories qui sont arrivées après, donc qui sont avant dans la timeline. C'est un peu chiant, j'avoue. C'est pas très pratique. Mais je trouve que la contrainte de faire ça sur Instagram est assez sympa parce qu'une fois que tu as commencé à faire ça, pendant l'été, on va avoir une histoire courte, une petite scénette en fait sur Instagram. Donc c'est vraiment pour suivre sur le réseau social, donc au jour le jour. Donc une fois que tu as démarré, que tu es lancé, ça va pas mal. Pour le moment, je dirais que on pourrait reprocher un petit peu que la fille est plutôt dans l'introspection et que le mec est plutôt dans la baise, ce qui est assez cliché. Il introspecte aussi. Voilà. Mais je fais confiance à Thomas Caden pour montrer un scénario un peu moins cliché parce qu'il nous avait déjà fait de très très bonnes choses sur les autres gens. Voilà. Donc c'est Été, vous trouvez ça sur instagram.com/été_arte. C'est chiant à trouver aussi. Mais tous les liens sont sur lavoidesbulles.fr. On envoie les chroniques. Oui, Eti, tu vas nous parler des miroirs du crime de Noël Simsolo et Dominique E. C'est ça. Donc on est sur un tome 1 sur 2, parce que c'est une histoire complète en 2 tomes. Dans ce premier tome, pour faire simple, donc c'est un polar. C'est un hommage même au polar, pour décrire un petit peu l'ambiance. On est dans des règlements de compte en cascade, dans les milieux de la pègre, des cabarets, des casinos underground, etc. à la fin des années 50 ou dans les années 50, puisqu'on est en 1954. Le premier personnage que l'on croise est un certain Vincent qui débarque à Marseille avec un petit peu une main devant, une main derrière. Il est de retour de son service militaire en Indochine. Il va avoir des contacts à Marseille pour retrouver d'autres contacts sur Paris, des espèces de petits contacts dans la pègre marseillaise qui l'amènent donc sur Paris, où il va devoir rendre un énorme service puisqu'il va devoir tuer un commissaire de police. Le crime est perpétré dès le soir de son arrivée, sauf que il devait ensuite reprendre contact avec d'autres personnages plus hauts dans cette mafia parisienne, et il rencontre son frère qui lui dit écoute, laisse tomber le plan que tu avais de ce côté-là, moi je peux te mettre dans des affaires qui sont beaucoup plus clean. J'ai fait mon trou forcément dans des espèces de magouilles, on est dans les casinos, on est dans les cabarets, on récupère de la thune à droite à gauche, voilà. Mais ça va pas se passer comme ça. Ça va pas être si facile de sortir du circuit de la pègre, et des tueurs à gages arrivent et tirent un petit peu tous azimuts. L'un des 2 frères, je ne vous dis pas lequel, est tué. Le deuxième s'en sort et va chercher... Sauvé par un clodo. Voilà, et s'en sort miraculeusement puisqu'il est sauvé par un clodo qui sort de nulle part. Pourquoi est-ce qu'il vient le sauver ? Voilà, le personnage est aussi intéressant pour la suite. Et donc le deuxième frangin qui survit va essayer de résoudre l'énigme du pourquoi on leur a tiré dessus. Le pourquoi se résout pas si lentement que ça. Ensuite, c'est comment se sortir de cette embrouillamini de trafic d'influence, on va dire, au plus haut niveau. Voilà. Je n'en dis pas plus, c'est déjà pas mal. Donc, encore une fois, on est sur une ambiance polar. On est sur
Des personnages qui sont assez caricaturaux, on n'a pas trop de mal à les reconnaître. Ils ont tous soit une coupe de cheveux, soit une balafre, soit une barbe, soit des tenues vestimentaires récurrentes. Les ambiances sont assez bien rendues. Bon, moi, je n'étais pas très fan du dessin, hein, je dois bien vous le dire. Après, ce qui est sympa, c'est qu'on a des références au polar, au cinéma, aux publicités de l'époque, aux véhicules de l'époque. Il y a une forme de recherche dans le détail pour nous conforter dans l'ambiance, aussi bien au niveau du choix des alcools que des personnages illustres comme Melville ou d'autres politiciens qui débarquent. Voilà, les marques de cigarettes, les marques d'alcool, le nom des bars, les troquets, etc. On est vraiment dans cette ambiance des années 50, cabaret, qui fonctionne assez bien. Thio, qui fonctionne bien. Ouais, les cabarets fonctionnent à mon avis très très bien. L'ambiance fonctionne. Les hôtels fonctionnent très bien. Tout le monde travaille très bien. Ouais. Mais moi, j'ai pas été convaincu du tout, quoi. Graphiquement, ça m'a pas super emballé. Et ensuite, au niveau du scénario, j'ai eu l'impression d'avoir en fait un remake d'un polar des années 50, quoi. C'est un peu l'objectif, je crois. Ouais, mais du coup, ça a pas pris. Là où tu vois, quand tu regardes. Je cherche les titres, mais je les ai plus. Tonton Flingueur. Ouais, Tonton Flingueur ou l'autre. Enfin bon, ce style-là. Grisby. Oui, ça, c'est dans Tonton Flingueur. Touche pas au Grisby, salope. Oui. Donc, c'est pas l'autre film, mais c'est pas grave. Mais j'ai pas retrouvé ça. Ça m'a pas emballé, quoi. Franchement. Parce qu'il n'y a pas les dialogues qui vont avec. C'est peut-être ça. Mais du coup, s'ils avaient mis les mêmes dialogues, on aurait dit c'est juste. C'est juste une parodie. Une parodie. Voilà. Donc, du coup, non compliqué, peut-être, mais ça m'a pas emballé. Franchement. Voilà. moi j'ai trouvé le dessin un peu froid, un peu rigide, tu vois, ce côté vraiment très très un peu vieille école, hein, on est sur une ligne claire, un peu réaliste, un peu à l'ancienne. Avec quand il y a de l'action, on a l'impression que les gars ils prennent la pause pour chaque scène, tu vois, ça manque de mouvement. Donc ça donne un côté un peu faux. Tu sais, ce côté les films d'action turcs là, quand tu peux voir des bouts sur internet, où tu vois les gens qui font voilà, vous imaginez les mimiques que je suis en train de faire. Moi je t'aurais dit les magazines de séries là, tu sais, avec je sais plus comment ça s'appelle ces trucs là, où tu as des photos de scènes réelles. Ouais, du roman photo. Du roman photo, voilà. Oui, qui est une forme de BD d'ailleurs. Et en plus, moi ce qui m'a perturbé, c'est les dialogues. J'avais l'impression d'avoir des personnages de BD qui jouaient faux. C'est ça. Ça m'a vraiment fait bizarre. Parce que normalement, t'imagines toi-même le ton, le personnage, etc. Et là, j'avais vraiment l'impression que les mecs, ils jouaient faux. Ils faisaient « Bonjour, je viens dans le bar pour aller chercher l'argent. » Tu vois, vraiment ce côté qui faisait pas naturel du tout, qui faisait pas juste, et qui m'a complètement, pas aidé à rentrer dans cette ambiance dont tu parlais, qui me l'a rendu totalement fausse. Et j'ai eu vraiment du mal à cause de ça. Ça m'a un peu fait lâcher l'affaire, alors que l'intrigue, le scénario en soi, enfin l'intrigue, parce que voilà, est pas inintéressante. Il y a des mystères que tu as envie de résoudre. Mais tu sais, cet effet, voilà, il donne l'impression de se dire, oh là là là, il y a une case là, il faut qu'on mette une bulle. À un moment donné, ils vont jeter un corps, ils sont obligés de dire faire une case. Jette le corps. C'est pas exactement ça, mais l'idée est là. Alors que on le voit bien qu'il jette le corps, il y a pas besoin que le mec y parle, quoi. Si tu veux créer de l'ambiance, faut aussi savoir gérer des silences. Mais je vois pas trop de cases muettes dans cette BD. Ouais, un peu sur la scène de fin peut-être, mais bon, c'est un peu bavard, quoi. Et c'est du bavardage qui est pas crédible, quoi, que j'ai pas trouvé crédible, en tout cas, qui a pas du tout marché pour moi. Je suis d'accord avec toi. Quand je parlais d'ambiance, on a tous les codes. Mais effectivement, pour créer l'ambiance, il y a besoin d'avoir une forme de musicalité dans les dialogues, dans l'attitude des personnages. Il y a une mise en scène qui doit se mettre en place et elle se fait pas. Comme disait Mathieu, la mayonnaise prend pas. Et ça nous fait sortir un petit peu du récit qui, comme tu le disais, au niveau du scénario, n'est
pas inintéressant, hein. C'est pas le plus mauvais scénario du monde, c'est pas le plus original non plus, mais il est sympathique, il y a des intrigues, il y a des rebondissements, il y a des choses à résoudre, des choses à tiroir aussi, donc c'est pas totalement linéaire non plus au niveau du scénario. Mais effectivement, il y a certains éléments qui sonnent faux et qui nous font sortir de l'histoire, ce qui est vraiment dommage. Bon, moi, le premier truc qui me fait sortir de l'histoire, c'est le dessin. Voilà, moi, vraiment, j'ai un gros souci avec. Et en deux, certaines répliques. Pas toutes. Il y a des passages, je retrouve ce charme désuet. Faux, parce qu'effectivement, on demandait de jouer faux, entre guillemets, dans ces années-là. Il faut dire ce qui est, hein. Vous ressortez ces vieilleries. Il y a des choses avec lesquelles qu'on va regarder avec un espèce de regard un peu attendri, etc. Mais, soyons honnêtes, ça joue pour l'époque, quoi. Ça joue plus pour aujourd'hui. Et là-dedans, il y a un petit peu ça qui est ressorti. Ça joue faux. Sauf qu'il y a des moments où ça joue faux, comme à l'époque, il y a des moments où ça joue faux tout court, quoi. Et c'est un petit peu dommage. Bien. Je pense qu'on a quelque chose à rajouter, Thio. Non, Un coup de cœur. Non, ça va aller. Non, mais voilà, c'est pas inintéressant, mais il y a des choses à revoir, quoi. Les sœurs Fox, Esprit, êtes-vous là de Philippe Charlot et Grégory Charlet, chez Grand Angle. Donc on est en 1848, dans une petite ferme dans la région de New York, on va dire, et deux sœurs, Margaret et Kate, en fait, qui soi-disant habitent une maison hantée, établissent un contact avec un esprit. Esprit, es-tu là ? Esprit, es-tu là ? Et forcément, dans cette Amérique encore un petit peu à la fois puritaine, mais on va dire qui a envie de connaître un petit peu le frisson de l'occulte. Et bien très rapidement, les infos sont colportées, les sœurs Fox communiquent avec les esprits morts. Ça va devenir un véritable phénomène de société qui va les amener à New York, on va dire dans les hautes sphères de la société américaine. Oui, le côté très rupin. Ouais. Voilà. Et voilà, le spiritisme moderne, on va dire, est né. Les sœurs Fox. Moi, j'ai passé un bon moment. D'une part, parce que les sœurs Fox racontent une histoire. En 2 tomes. Mais j'ai passé un bon moment. Non, c'était pour dire que c'était en 2 tomes. Ah, ok, d'accord, merci. Parce que Oui, c'est prévu en 2 tomes. Voilà. Ok. J'ai passé un très bon moment. Oui, Okay, non mais merci. J'ai passé un bon moment en 2 tomes. Ça n'a pas de lien, mais c'est pas grave. Donc, j'ai passé un très bon moment. D'une part, parce que je connaissais l'histoire par l'intermédiaire de Axolot. Ah bon ? Et ouais, ils en parlent. Et d'autre part, parce que graphiquement, j'ai trouvé ça très efficace. Ouais. Sympa. Ouais. Un petit look un peu cartoony. Ouais, mais avec des couleurs qui sont... Oui, bien sépia, bien. Ouais, qui mettent bien dans cette ambiance. Ouais. C'est ça. Et on a, en plus, je trouve, le personnage du père et de la mère sont entre à vomir et excellent de la caricature, quoi. Parce que le père, clairement, il fait... Ouais. Il se fout de la gueule du monde. C'est un branleur. Il se fout de la gueule du monde. Mais enfin, voilà. Mais c'est le roi des branleurs. Et ça fonctionne. On est vraiment dans l'histoire qu'on nous raconte, parce qu'on commence directement avec le journaliste qui va suivre en fait l'histoire de Margaret et de Kate, et qui revient, on va dire, quelques années plus tard dans la ville, dans la maison dans laquelle ont vécu les deux filles. C'est ça. Voilà, j'ai passé un bon moment sympa. Maintenant, quel est votre petit avis, les gars ? Parce que là, du coup, on a déjà perdu pied. Moi, j'ai trouvé ça absolument génial. Je me suis régalé. Les dessins, les couleurs sont au top. Les cadrages le sont encore plus, je trouve. On est vraiment dans quelque chose qui est très filmé. Il y a une recherche du détail, une recherche de la profondeur, et en même temps avec un premier plan qui est toujours très fort, très marquant. Mais il y a beaucoup de personnages au second plan qui donnent une atmosphère dans laquelle on a des regards, on a des informations sur ce qui se passe, sur l'ambiance qu'il y a dans la maison. C'est très riche, c'est bien recherché, tout en étant relativement simple. On n'a pas de fioritures dans les décors non plus. Tout est rempli, tout est plein, mais ça reste relativement simpliste. Ça fonctionne super bien. L'histoire qui nous est racontée est bien mise en scène, elle, pour le coup. Ce soir, on a beaucoup parlé de cette histoire de mise en scène. C'est pas anodin. Et c'est pas anodin, parce que là, je trouve que pour le coup, c'est aussi une forme de biographie. Et non, mais je veux dire, ça pourrait être
plus romancé par rapport à la réalité des faits. Là, en l'occurrence, c'est bien mis en scène. Il y a vraiment il y a un rythme dans la narration. On a clairement des moments, on a clairement un chapitrage qui se fait. Les personnages sont relativement attachants par tout un tas d'aspects différents. Là, la grande sœur qui est très protectrice avec sa petite sœur, qui est elle plus espiègle et qui fait plus de conneries. Et puis on a l'arrivée de la grande sœur, la troisième, qui elle était en ville dans les hautes sphères. Elle a essayé d'évoluer dans ce côté-là, et qui décide d'exploiter ses sœurs. Voilà, qui sent clairement le truc, le filon pour arriver à exploiter ses sœurs, et à se faire la thune dont elle manque cruellement en ville. Tout en les protégeant en même temps. En essayant de les protéger d'une certaine façon, comme une grande sœur, mais qui exploite ses petites sœurs. De la même façon qu'en fait, les parents exploitaient les deux filles, sauf que eux le faisaient de façon bouseux. En récupérant des poulets, de la citrouille, des pains de maïs, voilà ce genre de conneries, alors que la grande sœur, elle, les introduit dans la haute société bien pensante américaine et chez les spirites. Voilà, on va aller dénicher un petit peu des gogos, quoi. Et ça fonctionne très bien. Voilà, moi je me suis vraiment régalé. J'ai hâte de lire le deuxième tome. Alors, moi, je vais revenir sur le dessin que je trouve génial. J'avais adoré le travail de ce dessinateur sur le Carrefour, qui était vraiment superbe. Ouais. Là, on est dans des temps beaucoup moins chaleureux. Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour Mathieu. Voilà, on est dans des temps beaucoup moins chaleureux, mais ça marche très très bien. Le truc que je trouve bien foutu, c'est que si on a lu Axolot, on sait le fin mot de l'histoire, parce que c'est expliqué dedans. Oui. Mais que là, il laisse traîner un léger doute, mais très léger. Ouais. Grâce à 2 petites phrases à gauche à droite. Ouais, mais suffisant pour te dire. Oui, mais parfois, c'est pas tout le temps, moi. C'est pas, voilà. Pour te dire que peut-être qu'il y a du fantastique derrière. Mais c'est très léger, et vu que ça doit être fait en 2 tomes, si le fantastique doit arriver, je pense que ça va être bien amené. Ouais, mais là, je te promets, j'ai rien fait. Voilà. Bref, voilà, un bon album. Moi, un très très bon album. En fonction de comment ça se goupille. J'attends le tome 2 pour valider si ça scurifie. Si ça scurifie. Voilà. Passe à la suivante. Les profils des Jean Melville. Donc le profil de Jean Melville de Robin Cousin aux éditions Flubblub. Flubblub. C'est très dur à prononcer, je te laisse essayer si tu veux. C'est écrit ici. Voilà. Nous sommes dans un monde contemporain, on va dire futur très proche, genre peut-être dans 6 mois, ça pourrait arriver. Non mais c'est vraiment le roman du futur de dans 6 mois. Du futur très proche, voilà. Qui en gros va nous faire suivre Gary, qui est détective privé. Gary est détective privé et il a un pote, c'est Jean Melville. Qui une sorte de petit hacker gentil, tu vois, le gars qui traîne sur les réseaux un peu alternatifs, etc. Gary décide de laisser son pote l'accompagner sur quelques filatures pour lui montrer un peu comment ça se passe, le boulot de détective privé. Et Gary se retrouve avec une affaire assez intéressante où une société qui s'appelle Jiminy demande à l'agence de détective de Gary d'enquêter sur des trafics autour des câbles souterrains qui transportent le Internet entre les États-Unis et l'Europe. Sous-marin. Oui, sous-marin, pardon, les câbles sous-marins. Jean Melville, lui, commence à regarder un peu. Et tout ça est mis en scène parce que la société Jiminy, c'est une nouvelle société qui, en gros, était à la base une société d'aide à la décision pour les grosses entreprises. Donc c'est des choses qui existent à l'heure actuelle, des sociétés d'aide à la décision pour les grosses entreprises, et qui en fait ont réussi à développer un logiciel et un algorithme très puissant qui, quand tu leur donnes tes données, te permettent de devenir de l'aide à la décision pour toi, personnelle, et pour ça, ils te refilent des lunettes de réalité augmentée qui vont te poser des questions, etc. Google Glass. C'est l'idée des Google Glass. C'est des Google Glass qui marchent, on va dire, dans l'idée. Voilà. Et c'est de l'aide à la décision. Donc, ils vont dire, tiens, vous êtes en léger surpoids, est-ce que vous voulez perdre du poids ? Si vous voulez perdre du poids, tenez, je vous conseille de faire ça. Ils vont aussi te donner de l'aide à la discussion. Là, ce serait bien que vous disiez ça, parce que c'est ce qui est approprié en ce moment.
Et puis de temps en temps, Younet vont te dire ah bah tiens, je vois que vous fréquentez pas mal ça, voulez-vous partager vos données avec lui Et tu vois, bon. Et le produit est présenté, comme tu dis, c'est un produit très séduisant. Mais vraiment, comme tu le vois, sur ce que ça peut faire, les services que ça peut rendre, c'est très séduisant. Mais aussi un peu effrayant. Parce que... Pourquoi voilà. Bref, l'enquête sur les câbles sous-marins avance jusqu'au moment où Jean Melville va disparaître, mais il a laissé à Gary un moyen de hacker les lunettes, qui permet de lancer des applications qui ne sont pas prévues, et dans lequel il a disséminé des souvenirs qui sont des indices pour aider Gary à comprendre ce qui s'est passé, à résoudre l'enquête sur le câble sous-marin, et à résoudre aussi toute une histoire d'amitié pas facile avec Jean. Parce que Jean a aussi un don particulier, c'est qu'il a une mémoire totale. Mais vraiment... Amnésique. Ouais, Hypermnésique. Hypermnésique. Il a une mémoire vraiment totale. C'est-à-dire que tu lui donnes une date, il se dit ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà. On est dans un style de dessin très simple, assez cartoony, tout en noir et blanc, sauf les éléments Des lunettes. rajoutés. C'est-à-dire un écran va être en couleur, tous les éléments informatiques vont être en couleur, mais sinon tout est en noir et blanc. C'est un style vraiment très simple, donc très lisible, assez efficace dans la lecture et la narration. Les cases sont petites. Ouais, mais surtout dans une histoire qui est un très bon polar, une bonne histoire d'amitié aussi, et en plus, une histoire d'anticipation très crédible. Mais vraiment très crédible. Quoi, les Google Glass, ça existe? Non, parce que c'est pas exactement les Google Glass. Le gars, il a, pour servir... Alors, j'ai découvert cette BD-là en écoutant un podcast... le 56 Cast. Mais arrête de faire de la pub pour les autres podcasts, c'est moche. Oui, mais c'est pas grave. Donc animé par Erwan Cario. Et j'ai oublié le nom. Je suis fort désolé de la demoiselle qui l'anime avec lui. Enfin, qui l'anime elle totalement d'ailleurs maintenant. Bref, ça m'a vraiment donné envie. Et quand je l'ai vu et qu'il avait un coup de cœur à la BDRI, j'ai fait tiens, ça fait 2 coups de cœur d'affilée de gens que j'apprécie. Achetons. Et j'ai pas regretté. C'est vraiment très 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 bien écrit, c'est un beau pavé, et comme je disais, qui a réussi à mêler 3 éléments de façon cohérente, intelligente et prenante. C'est le polar, l'anticipation et l'histoire d'amitié. Et j'en ai été très 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 satisfait. Thio, toi qui l'as lu. J'ai passé un très bon moment dans la lecture de Jean Melville, surtout en plus que j'ai trouvé ça... en parallèle, j'écoutais un podcast sur la sécurité informatique. Et du coup, je l'ai trouvé quand même vachement envahissante, cette petite lunette. Mais tellement pratique. Oui, mais j'ai trouvé... T'as le mélange entre le polar et l'anticipation d'un futur un peu invasif. Scénaristiquement, ça marche très bien. Tu es pris dans ton investigation justement sur les câbles sous-marins, et en parallèle tu vas avoir donc justement cette société très intrusive avec son logiciel, le truc qui te demande de partager toutes tes données avec tout le monde, et plein de réflexions que les gens se font. Mais pourquoi tu partages pas tout avec tout le monde? T'as des trucs à cacher? Bah non, j'ai pas envie quoi. Et là d'un coup t'as une note qui dit parce qu'en fait on pouvait dire non. On n'était pas obligé de tout montrer. On n'est pas obligé de tout montrer. Et non, mais je trouve que Juste que les lunettes, il te dit qu'elle t'oblige, mais en fait, elle t'oblige pas vraiment, elle te demande à chaque fois ce que tu veux faire. Et tu peux dire non, en fait. Mais la meuf, je pouvais dire non? Bah oui, tu peux dire non, si t'as envie. Enfin, et je trouve qu'il y a plein de questionnements vis-à-vis justement de la sécurité informatique et de l'intrusion de la vie privée qui sont intéressants dans le bouquin. En plus du parallèle avec le polar qui est très bien mené. Graphiquement, les dessins sont simples, mais je trouve que la petite pirouette avec tout ce qui est électronique qui passe en couleur, ce contraste, ça fait que ça matche vraiment super bien, quoi. J'étais très surpris. Quand tu me l'as mis entre les mains, je me suis dit, oula, c'est un truc vachement épais. Je vais mettre 2 ans à le lire, ça va me saouler. Et en fait, non, on passe vraiment un super moment. Voilà. Une très bonne lecture, un bon divertissement. En tout cas, moi, ça me donne envie. Moi, je mettrais un coup de cœur même. Je sais pas si tu me suivrais, Thio. Ah,
Là, t'es dans l'hésitation. Ouais, non, j'aurais dit non. Bon, d'accord, pas de coup de cœur. C'est un très bon bouquin. Il a échappé de peu au coup de cœur. Voilà, c'est un très bon bouquin. J'ai passé vraiment un super moment. Mais j'irai pas jusqu'au coup de cœur. D'accord, il n'y a pas de... Ah, t'es le genre de mec, toi. Ouais, c'est ça. J'ai passé un super moment. Et après, tu lui dis, bah écoute, tu rentres chez toi. Je te mets 2 sur 20, quoi. C'est toi qui notes. Monument d'amour. Monument d'amour, aux éditions Grand Angle, un bouquin de Arnaud Floch et Didier Kellaguillot. Alors, Monument d'amour nous parle d'un certain Camille, qui est veuf, fraîchement veuf, qui est sculpteur de profession, qui vit dans un petit village où on comprend très vite qu'il part de ce village content. Il laisse derrière lui tout un tas d'embrouilles. Le seul petit problème, c'est qu'il part pour aller faire la Première Guerre mondiale. C'est pas cool. Un petit détail, quoi. Donc il part dans les tranchées de Verdun, mais lui, il ressent ça un petit peu comme une issue de secours qui lui fait plutôt plaisir. Bon, bref. Dans ces tranchées, un jour de 1917, un mortier tombe sur sa compagnie. Kaboum, il est enseveli. Et là, un chien de guerre, c'est d'ailleurs le titre de ce premier tome, le sort de ce trou. Il part en hôpital militaire pour se faire soigner, il a besoin ensuite de faire de la rééducation, etc. Le chien reste avec lui et une amitié se lie entre cet homme bourru, solitaire, et ce chien qui le défend bec et ongle. Il par tout un tas de jeux, d'influences, de machins, il va pouvoir rester bien plus longtemps que prévu en dehors des conflits. Mais tôt ou tard, il faudra quand même qu'il rentre dans son village. Je vous passe les passages au milieu où il redevient sculpteur, où il va falloir trouver des modèles, etc. Bref. Toujours est-il que l'histoire de ce Camille reste quand même un petit peu mystérieuse et on ne sait pas bien le pourquoi du comment. Il était très content de partir de ce village dans lequel il va devoir finalement revenir. Au niveau du dessin, bon, j'ai trouvé ça assez inégal, je trouve. Il y a certains moments, certains endroits qui sont très bien rendus, mais globalement, je trouve ça assez figé et assez gras. Ça manque de mouvement, ce qui est quand même assez dommage parce que quand on parle de sculpture, il doit y avoir une forme de grâce, quelque chose qui doit se dégager et pas simplement une silhouette vague. C'est peut-être pas un bon sculpteur. Hein. Ouais, sauf qu'il y a des sculptures qui sont pas de lui. Les gueules, je veux bien que ce soit des gueules cassées, mais là franchement il y a certains moments où c'est des gueules défoncées. Donc voilà, non, je suis vraiment pas fan du dessin et notamment voilà sur les regards qui sont relativement inexpressifs et cet ancrage qui est vraiment assez dégueulasse, quoi. Voilà. Je suis assez d'accord sur le dessin. Ça fait le job, mais c'est voilà, c'est le côté gras, ouais. C'est cet ancrage un peu gras sur lequel j'ai du mal. C'est une narration très standard, hein, des cases toutes bien rangées comme il faut. J'ai un peu du mal avec ce côté-là. Après, il y a aussi le fait que le personnage principal n'est pas charismatique et c'est volontaire. Donc, ça peut-être cette façon de forcer le trait volontairement pour qu'on n'ait pas de sympathie tout de suite sur ce personnage principal, sur Camille. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que ça m'a pas. Enfin, c'est pas un dessin qui va te marquer, on va dire. Non, clairement. Par contre, le scénario. Côté scénario, il y a certains. Enfin, le suspense est maintenu. Et en ça, je trouve que c'est sympa. Il y a certaines longueurs, des choses que je trouve presque inutiles là-dedans. Le côté didactique des chiens de guerre qui occupent plusieurs planches. De nombreuses cases, de nombreux dialogues, etc., qui sont hors sujet, je trouve. En tout cas, mal amenés peut-être, je ne sais pas, mais qui m'ont un petit peu heurté. On est dans une continuité d'histoire, et puis boum, on a un gros moment, une grosse pause sur... Alors, il y a les chiens ravitailleurs, il y a les chiens ici, il y a les chiens facteurs, il y a le chien qui fait ça, il y a le chien qui fait le massage, il y a le chien qui apporte la bouffe, il y a le chien qui est pas très doué, alors on lui met un traîneau derrière et on est sûr qu'il va se faire reclamser. Il y a le chien...
J'ai trouvé que c'était bien amené, moi, ça, au contraire. Tu vois, tu vois, voilà, deux ressentis différents. Donc bon, bref, voilà, mis à part certains moments qui ne sont pas forcément très très pertinents. Sinon, la trame générale du scénario est plutôt intéressante parce que le suspense est maintenu. Ce premier tome, donc c'est sur 2, je crois. Hein, prévu sur, je sais plus, en tout cas pas qu'en un tome. Garde du suspense, voilà. Sur 2, oui, c'est sur la tranche chez Grand Angle. Hop. Nous permet de garder un intérêt pour la suite, parce qu'on nous a posé des bases d'un personnage qui est relativement mystérieux. On a eu quelques informations sur ce qui s'est probablement passé dans ce village et pourquoi pourquoi est-ce qu'il avait envie de partir, qu'il était mal aimé dans son village. Maintenant, on est sûr de rien, et puis on voudrait savoir pourquoi, parce que finalement, ça a pris une ampleur pareille. Donc voilà, ce premier tome pose des bases. On a découvert un petit peu le personnage, avec des côtés positifs, des côtés beaucoup moins sympathiques. Mais on n'a pas beaucoup avancé sur la résolution du mystère, mais je trouve que ça, c'est pas trop mal maintenu en suspens. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ouais, le suspense est bien maintenu. Je pense, c'est effectivement ça, c'est-à-dire que je suis arrivé à la fin et je voulais savoir ce qui va se passer après, parce que c'est très très bien maîtrisé au niveau de la façon dont les infos sont distillées. Thio ? Écoutez, moi déjà, je dirais que Kéla Guyot, on l'avait découvert sur Boitel, le Café des Colonies. Et en fait, moi, du coup, c'est la première BD que je lis où il est scénariste complet. Il n'est pas inspiré d'une nouvelle. Et clairement, au niveau du scénario, comme vous dites, voilà, moi, je me suis vraiment laissé porter par le truc. Ça m'a vraiment emballé. C'est très fluide. C'est vraiment agréable. Et à la fin, tu as envie d'avoir le tome 2 parce que tu as vraiment envie de savoir ce qui se passe. Pousser un peu plus loin. Au niveau du scénario, voilà, c'était vraiment une très bonne surprise. Ensuite, Arnaud Floch, en fait, on l'a déjà découvert parce qu'il était scénariste sur Le Carrefour. Ah, t'es scénariste sur Le Carrefour. Ouais, il était scénariste sur Le Carrefour, qui était dessiné par Charlet, celui qui a fait les Surfox aussi. D'accord. C'est grand temps que c'est une grande famille. Donc du coup, on est c'est aussi quelqu'un qu'on connaît, quoi. Et mais on le connaissait en tant que scénariste. En tant que scénariste, pas en tant que dessinateur. Il est meilleur en tant que scénariste. Après, je t'avoue que moi, le dessin m'a pas choqué à la première lecture. Là, quand vous en avez reparlé, du coup, c'est vrai que j'ai un peu regardé. C'est vrai qu'il y a des trucs qui m'ont un peu tapé. Ouais, c'est le scénario qui avait été suffisamment porté pour que je fasse pas gaffe au dessin. Voilà, mais le scénario m'avait tellement porté que j'étais passé sur certains détails du dessin. Après, voilà, sur une seule lecture, moi, c'était très, très bien passé et j'ai passé vraiment un super moment. Maintenant que vous me le dites et que j'ai regardé, je fais ouais, mais on vient de lui briser ses rêves. Non, en fait, je dirais, je suis pas certain que ce soit tant en fait je vais pas taper sur le dos d'aucun des deux. Ce soit tant le dessin. Je pense que c'est la colorisation en fait qui donne cet aspect-là. Alors la couleur, c'est Sébastien Bouet. Je suis pas certain en fait qu'avec la couleur, on n'est pas perdu du détail sur le dessin. Après voilà, c'est mon avis directement personnel. Maintenant, j'ai passé un très bon moment avec Monument Amour et le scénario vaut le coup d'aller voir ça et d'essayer de trouver le tome 2. Ouais. Vas-y. Je lui montre une sale gueule de personnage mal dessiné. Excuse-moi, il est à l'hôpital, il est malade. C'est normal qu'il soit pâle. Non, mais je parle pas des non, couleurs. C'est le médecin. Je te parle des... C'est le médecin que tu regardes, Mathieu. Ouais, mais il est déprimé. Ouais, c'est parce qu'ils sont tous malades. Enfin bon. Ok, bon, disons qu'on a vraiment envie de connaître la suite, malgré un dessin qui nous a pas forcément convaincus. Le Voyage extraordinaire, tome 5. Hey, il faut que j'ai le bouquin. On continue donc les histoires de Philippi de Camboni, donc toujours chez Vent d'Ouest. Juste, je voudrais les féliciter quand même parce que Oncle Vent, attention, c'est le tome 5 d'une série déjà vendue à 120 000 exemplaires. Félicitations les gars. Bravo. On tape des mains ? On tape des mains. Bravo. Bon, maintenant, je suis pas sûr en fait que ce soit le plus vendeur des trucs de dire ça a été vendu à 120 000 exemplaires. Chez Cultura, ça fait vendre. Si t'as un mouton, que tu veux acheter ce que tout le monde achète. Ouais. Mais quand tu sais pas quoi acheter en fait pour les petits, celui-là il a plu, alors je vais le prendre. Oui, mais sur le test... Ce qui est cool, c'est que tu le prends directement tome 5. Voilà. Sur le test couverture réalisé par quelqu'un que je connais bien, qui en fait à chaque fois qu'elle a fait un test couverture a toujours trouvé des bons bouquins, eh bien sur le test couverture elle a dit « Oh, il faut que tu achètes ça, ça a l'air super bien ». Et je l'avais déjà. Formidable. Qui fait des tests couverture ? C'est quelqu'un que je connais.
qui est mon testeur couverture. Elle regarde la couverture, elle fait ça c'est bien, il faut que tu l'achètes. Et à chaque fois qu'elle m'a fait ça, j'ai trouvé des super trucs. C'est ta femme, ça? On cite pas les gens comme ça. Je la fais travailler au black. Non, mais c'est pas son nom, ta femme. Hein. Elle a un vrai prénom, tout ça. Hein. Oui, mais sauf que je ne donnerai pas à l'antenne. On continue donc dans nos aventures avec Elle s'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre, merci à toi. Nos deux jeunes héros donc sont désormais perdus sur une île, un petit peu comme des Robinson, avec notre chef de la pègre new-yorkaise Capone, Siegfried, Terence et Lucille. On n'est plus dans l'aventure, on va dire, du trophée Jules Verne et du concours de la meilleure machine. Désormais, on est vraiment dans la quête des parents. Il y a une quête, il y a une aventure. Quoi. Il y a une quête, il y a une aventure. Ils sont sur une île visiblement déserte, mais qui a l'air un peu bizarre, avec des choses étranges qui s'y passent. Des aurores boréales en plein océan, quoi. Mais un océan plutôt tropical. Voilà. Mais ce qui est génial, c'est que, en fait, j'ai l'impression que dans tous les tomes, on retrouve des histoires de Jules Verne. Là, pour moi, ça me fait clairement penser à l'île mystérieuse. Bien sûr. Et voilà. Donc, du coup, graphiquement, moi, je trouve ça toujours aussi génial, ce petit côté un petit peu. Les couleurs, les traits sont fins. Un petit peu dessin animé, avec des coloris super jolis. C'est vraiment agréable à lire. Moi, je trouve que c'est un bon voyage extraordinaire, quoi. Voilà. Ouais. Il y a tout dedans. L'aventure, le fantastique, le mystère, un petit peu d'héroïsme, une petite dose d'amour et voilà. C'est parfait. Ouais, je trouve ça vraiment bien aussi. Et au niveau de la narration, c'est sympa parce que chaque personnage a vraiment une identité qui lui est propre. Et c'est assez bien retranscrit, je trouve, dans les dialogues. Il y a des petites piques, des petites allusions. La petite gamine dont j'ai oublié le prénom. Noémie. Elle a son côté technophile, mais gentillette, fifi. Donc le petit robot qu'elle trouve, ça devient son ami. Donc il y a une espèce de fil rouge de running gag avec ce personnage-là. C'est toujours très sympathique. C'est vraiment très sympa. Vraiment une bonne ambiance. C'est vraiment des bouquins qu'on a envie d'offrir aux gamins, quoi. Voilà, c'est tout ce qui me plaît. Il y a de l'aventure, il y a des jolis paysages, c'est bien dessiné, les dialogues sont intéressants, les relations entre les personnages sont intelligentes, les objets technologiques qui sont présentés donnent de l'intérêt. Voilà, c'est vraiment assez complet. Je trouve ça assez complet. Et au niveau de la narration, il y a un petit côté à l'ancienne aussi, où tout n'est pas dit, on va vite quand même dans la narration, on va vite dans je me déplace d'un endroit A à un endroit B, on va pas y passer 14 heures non plus, quoi. Ça avance. On fait pas traîner en longueur, et je trouve que voilà, encore une fois, pour les gamins, ça marche bien. On n'est pas dans le contemplatif pendant 107 ans, ça marche bien. Bon, Pierre avait juste un avis sur la couverture, on avait une discussion là-dessus. Oui, les couvertures, c'est les couvertures qui reprennent un peu les éditions standards de, comment il s'appelle, les Herzl de Jules Verne. Jules Verne et voilà, et en fait, c'est exactement le même modèle qui avait été choisi pour le Château des Étoiles, sauf qu'ils ont été vachement plus forts pour le vernis sélectif et faire quelque chose de plus classe sur le Château des Étoiles. Après, ça reste une jolie couverture. Oui, très jolie. Voilà. Disons que c'est une collection. Ça fait un petit peu illusion optique, quoi, mais c'est vrai que c'est un peu cheap. Il y a un travail d'imprimeur vachement plus balèze sur le. Enfin, quand tu compares les deux, après, ça fait mal au voyage extraordinaire. Bon, après, les deux cycles sont bien dissociés par les couvertures rouge-bleu. Voilà, on est sur les deux cycles différents. Trophée Jules Verne sur la partie rouge et la partie un peu plus aventure, mystère sur le c'est les îles mystérieuses. C'est les îles mystérieuses, quoi. Je viens de voir le titre. Ouais, c'est écrit. Comme le port salut. C'est le nom du cycle, en fait, parce que c'est pas le nom du bouquin. Donc voilà, bon bouquin à conseiller et à acheter. Si vous n'avez pas attaqué l'ensemble de la saga, n'hésitez pas. 100 milliards d'immortels. Combien ? 100. Combien ? 100. Ça en fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. 100 milliards d'immortels, une bande dessinée de Stéphane de Caneva, qui a été publié grâce à un crowdfunding. Je vous parle ici des tomes 3 et 4. Nous avions déjà parlé précédemment des tomes 1 et 2.
Nous sommes dans un univers où la mort n'existe plus, et lorsque notre corps est fracassé, notre aura reste, et on peut lui remettre un corps mécanique pour continuer à vivre. Ça pose un peu des problèmes de gestion de la populace. Et nous allons suivre un détective, Hoyt, qui se retrouve à devoir, pour une femme très classe avec un corps de porcelaine changeante, à devoir retrouver une aura qui a disparu. Il finissait dans les 2 premiers volumes par trouver l'aura, sachant qu'il y avait une autre équipe qui était à sa recherche face à lui, et qui se rend compte que peut-être qu'il ne devrait pas donner l'aura à la personne à qui elle est destinée derrière. Dans cet homme-là, nous découvrons un peu qui est cette aura, d'où elle vient, et pourquoi est-ce que en fait cette aura a elle-même décidé de se faire disparaître pour qu'on ne la retrouve pas. Car elle détient un secret qui permettrait d'ouvrir l'Omnis Oscura, qui est une sorte de relique qui amènerait la fin du monde, car une invasion de créatures d'une autre dimension viendrait détruire notre univers. Notre héros va-t-il réussir à se sortir de ce mauvais pas, sachant que ce n'est qu'un pauvre loser de détective ? Vous l'apprendrez en lisant les tomes 3 et 4 de 100 milliards d'immortels. Mais quel suspense, Pierrick. Oui, je sais. Tu mets une énergie. 100 milliards d'immortels, ouais, là où il commence à être tard, je commence à être un peu fatigué. Donc, Surtout plus que, en fait, 100 milliards d'immortels, on vous le pitch, mais en fait, vous pourrez le suivre que sur Internet. Ouais, je sais pas trop vous pouvez si pas l'acheter. Canva va permettre de l'acheter dernièrement. Donc, l'histoire part dans un côté un peu plus, fantastique, mystique, fantastique, et m'a un peu perdu, moi, pour le coup. J'ai trouvé ça sympathique, mais j'aimais bien ce côté un peu scientifique, tu vois, un peu on meurt pas, etc. Mais là, d'un coup, on est sur quelque chose de vraiment mystique, dimension parallèle, créatures d'un autre monde qui vont nous attaquer. Ça m'a un petit peu perdu pour le coup. Le dessin reste toujours vraiment sympathique et efficace, un magnifique noir et blanc avec des effets. Des effets de matière pour créer des reflets, des noirs, etc. Sur les scènes avec beaucoup de personnages, ça manque un peu de clarté. Je pense que ça mériterait de la couleur. Sur certaines scènes, tu vois, des scènes qui sont très très noires, où on s'y perd un peu dans le dessin. Mais ça reste super efficace. Et globalement, même si j'étais un peu moins pris par le côté mystique de l'intrigue, ça reste un bon polar noir avec une fin très satisfaisante. Voilà, ça marche bien, quoi. C'est efficace et je regrette pas mon investissement. Thio, moi... Ça marche bien, je regrette pas mon investissement, oui. Je suis pas hyper satisfait de la fin. Mais ça fonctionne très bien. Voilà. J'ai passé... Tu passes... Moi, j'aime beaucoup le style de Stéphane de Canva. Tu as 4, enfin là, du coup, tu as 4 tomes. On avait même acheté, tu as même eu le petit livret. Il faudrait qu'on le fasse venir dans l'émission. Hein. Je crois que c'est déjà été fait. Ah bon ? Ah bon. Et donc, du coup, tu as le truc pour le ranger. Voilà, mais la fin m'a un peu déçu. C'est tout. Après, c'est une bonne. Mais putain, mais pourquoi tu as toujours des dédicaces qui sont plus jolies que les miennes, quoi ? T'as couché avec Stéphane ou quoi ? Non. Ah ouais. Non, il a menacé de coucher avec Stéphane. Ah, c'est ça. Voilà, c'est ma technique. Ok. Non, mais voilà, en même temps, voilà, c'est quand même très bien. Voilà. Bon moment, j'espère que vous aurez l'occasion de le lire, et puis j'espère que Stéphane fera d'autres aventures dans cet univers qui a un très 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 fort potentiel en fait. C'est ultra riche. C'est très riche, ouais. Voilà. Vraiment quelque chose de bien sympathique. Express. Lazarus, tome 5. Donc Lazarus, c'est une sorte de bataille planétaire, différentes familles qui ont chacune un Lazare, une sorte de sur-homme, sur-femme. Robotisé, nanobotisé, réflexe décuplé. Adélisé. Un truc, voilà, une arme de destruction massive à elle toute seule. La forme humaine. Donc, petit pitch, qu'est-ce qui s'est passé avant ? La famille Carlyle a perdu son père, qui pour l'instant est aux abonnés absents. Johanna donc, a récupéré les rênes de la famille. Elle essaye de contrecarrer une autre famille, les Hawks, qui commencent un peu à friter. On commence à avoir une guerre entre les deux. Le problème, c'est que son Lazare à elle, Forever, est un peu aux abonnés absents parce qu'elle s'est fait défoncer la fois précédente. Donc, ils sont en train de la reconstruire. Et que leur Lazare de rechange est une autre mini Forever qui n'a que 11 ans pour l'instant, parce qu'il faut lui laisser le temps de grandir. Et que pour l'instant, ils ne peuvent pas l'envoyer au combat.
Donc du coup, une autre Lazare va faire office d'eux. Ils vont faire un combat de Lazare et il va y avoir un cliffhanger de la mort à la fin qui va vous déchirer la face. Toujours aussi bien Lazarus. Là, moi, la fin m'a laissé scotché. Et là, tu fais what the fuck. Ruka au scénario est d'une efficacité. du coup, son univers est génial. Tu te dis, bon, voilà, c'est pourri, il va falloir que je lise le tome 6. La suite. Ouais, la suite donne vraiment envie. Je confirme, Lazarus, ça déchire. On continue dans du comique de qualité avec Saga de Fiona Staples et Brian K. Vaughan. Nous sommes encore dans cet univers d'Heroic Fantasy où deux personnes de peuples opposés qui sont censées s'entretuer ont eu un enfant ensemble. Et ça, c'était pas bien. Oh mon Dieu! Ils se sont échappés et donc on a plein de personnages dans tous les sens qui sont dans des endroits très différents. Qui essayent de s'en sortir comme ils peuvent pour éviter de se faire latter. C'est très, 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 très difficile de résumer Saga. Je crois complètement barré. Il y a tellement de personnages qui sont dans tous les sens, dans tous les endroits, etc. Bref, nos personnages principaux, la famille est réunie. Elle avait été séparée dans le tome précédent, enfin. Et ils vont tenter de trouver une solution pour aller chercher le fils de l'homme télé dont j'ai oublié, le prince robot, qui est avec eux. Prince Robot 4. Voilà, qui est sur une planète lointaine parce qu'ils l'avaient laissé derrière, mais leur vaisseau a besoin d'être ravitaillé, et donc ils font une pause là-dessus. Sur une planète pour se ravitailler, et bien entendu, rien ne va se passer comme prévu. Bienvenue les emmerdes. Alors, c'est quand même la famille de losers, quoi. Ouais. Bref. C'est le jeu de Murphy. Ah ouais, c'est toujours aussi sympa. Ça s'appelle tous Murphy, quoi. Toujours aussi barré. C'est toujours aussi mature. Ça traite toujours de sujets aussi denses, forts, qu'on voit assez peu. Voilà. Si vous voulez. C'est pas fait pour les enfants. Si vous voulez voir un sexe en érection sur toute la longueur d'une page de comics, voilà, vous achetez Saga. Et pourtant, c'est pas un truc de cul. C'est là qu'il y a cette subtilité quand même, si tu réfléchis bien. Mais ça ressemble un peu à un pari avec des copains, ça. Oui, ça pareil. Bref. Et les couvertures sont dantesques. Ouais, les couvertures à déchirer. C'est magnifique, Saga, toujours aussi prenant. En plus, là, dedans, il se passe un truc, et c'est pas bien. Franchement, les scénaristes, on vous déteste. Voilà, parce que c'est triste. Voilà. Stop. Je n'en dirai pas plus parce que je vais spoiler. On a fini l'émission. Allez, c'est bon, on se casse. Alors, nous sommes dans notre rythme classique des secondes des émissions qu'on enregistre en je sais deuxième pas s'il fallait place. mettre un pluriel ou pas. Non, c'est les émissions qu'on enregistre, la deuxième émission enregistrée dans la soirée, on est à moins d'une heure. En général, la deuxième émission fait toujours moins d'une heure. Je sais pas pourquoi. Parce qu'on est meilleur. Et oui, c'est ça. Mais oui, La on est chaud. La concision. Pas la circoncision. La circoncision, Bon, ça raccourcit aussi. ça raccourcit aussi, je crois. Eh bien, merci les amis. Mais non, pas merci. Bonnes Faut que je vacances. fasse encore une fois comme en début d'émission ou quoi? Quoi? C'est la dernière. Oui, jusqu'à la prochaine. Mais c'était la dernière. C'était la dernière émission. Jusqu'à la prochaine. Mais bientôt il y aura des BD et des glaçons. Oui, des BD et des glaçons. Alors, on prévoit... Alors c'est un vœu pieux pour l'instant. C'est un vœu pieux pour le moment, parce qu'on n'a encore pas écrit les épisodes et que c'est un peu la semaine prochaine qu'on est censé... Non, 10 jours. la semaine d'après. on a 15 jours. Voilà, pour On a 15 jours, normalement, voilà, on voulait repartir sur des BD, des glaçons, notre truc. On va essayer d'en faire 3. Voilà, c'est un essai, on essaye. Si on en fait 2, on est content. Si on en fait 1, on est déjà content. Voilà, mais bon, on va essayer d'en faire 3. moi j'allais dire, si on en fait un, c'est bien. Hmm. Voilà, déjà, ce sera cool. Il faut viser haut. C'est ça. Mais toi vise 3, Pierrick va dire 2, moi je vais dire 1. Non, moi, le mec qui a les pieds sur terre, c'est moi. C'est que j'ai beaucoup changé. T'as eu beaucoup d'humour, toi, aujourd'hui. Beaucoup changé. Bon. En notre absence, et en l'absence de BD des glaçons qui vont... Parce que même si on va les tourner vite, il va falloir un moment les monter, machin chose, et ça risque d'être un peu plus long. Et on vous dit rendez-vous en septembre, je pense. Septembre, c'est ça bien. vous laisse tout l'été pour faire plein de commentaires, et moi je vous promets, ça va me laisser tout l'été pour pouvoir commenter vos commentaires, pour pouvoir en parler dans l'émission de la rentrée. Et donc, n'hésitez pas. Tu dois déménager aussi, je te rappelle. Ça va être compliqué. Ouais, mais tu seras là. Laissez-nous des commentaires sur iTunes, des étoiles sur iTunes, parce que c'est important, les étoiles sur iTunes, ça nous aide à nous faire connaître. N'hésitez pas à aussi venir nous dire ce que vous pensez de nos émissions, de nos chroniques, de nous dire du mal de nous et du bien. Vous pouvez bien entendu participer sur Tipeee, parce que ça nous donne un coup de main, ça nous permet de renouveler notre matériel, d'acheter du vin. D'acheter du vin, d'inviter des gens dans des conditions sympathiques.
sympathiques. Donc en leur payant du vin. En leur payant du vin. C'est important, le vin. Et des meilleures pizzas. Eh oui. Et des meilleures pizzas, voire autre chose que des pizzas. On pourrait peut-être passer au sushi, tu vois, genre Grand Luxe. Là, Tu vises haut. tu visais haut quand même. Là. On manque de tipeurs. Voilà, et puis en plus, plus vous êtes nombreux, plus c'est mieux pour vous. Voilà, puis Voilà. dès que vous avez un truc à acheter sur Amazon, n'hésitez pas à passer d'abord par le site. Hop, on clique sur Sur une petite image. la petite image à gauche avec les BD. Et puis ensuite, tout en bas, avec sur nos têtes de con, il y a une image du milieu. Là, Bon, qui les clique, crevards, Amazon. allez, ça y est. Ouais, non, mais en même temps, c'est la période vacances, estivale, c'est là que t'achètes les cadeaux de Noël, c'est là que t'achètes du lubrifiant, tout ça, c'est le moment, quoi. Si, C'est- Sex and Son, ok, bonnes vacances à vous, profitez bien. À la rentrée, ciao ciao. Ouais, au revoir à tous, merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye. Un bon été plein de cigales, bye bye. Dans un monde où le 9e art est en péril, 4 aventuriers soutiennent Stop. Il n'y a pas d'aventurier. 4 aventuriers. Il n'y a pas de S à 4. Merci. Sinon, c'est les mecs qu'ils ont. Ça marche pas non plus, il n'y a Oui, pas de. et les 4 amis. Bah oui, justement. C'était les 4 amis. C'était 4 amis. Les 4 amis. C'est petit. Dans un monde où le 9e art est en péril, Ou l'orthographe aussi. Ou ta grand-mère, elle fait chier. Ouais, je m'éloigne du micro. Ça monte tout seul, y a pas de filtre.